Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. François Hollande devant les maires de France il y a un instant. Vous l'avez suivi en direct sur Public Sénat. Il leur reconnaît la liberté de conscience face au mariage gay. Le passage de l'école à la semaine de 4 jours et demi s'appliquera sur 2 ans, précise-t-il. La nouvelle perte du AAA par la France, l'agence Moody's appelle à plus de réformes. Jean-François Copé à la manœuvre pour rassembler une UMP divisée. François Fillon toujours invisible ce soir. Ce sera le débat du 19 h avec des UMP, des UDI de Jean-Louis Borloo qui se sont poussés des ailes depuis l'élection de Jean-François Copé. Avec nous notamment ce soir Chantal Joanneau qui est déjà là. Avec nous également les UMP Jean-René Le Serre et Jean-Claude Carle ainsi que le vice-président du Front National Florent Philippot. François Hollande devant les maires de France, donc, à qui il avait rendu visite l'an dernier comme candidat à la présidentielle. Le chef de l'État était attendu sur un grand nombre de sujets par les élus. Il a notamment évoqué la future loi sur le mariage des personnes de même sexe en accédant à la demande de certains opposants au mariage gay. On écoute le chef de l'État. Les maires sont des représentants de l'État. Ils auront, si la loi est votée, à la faire appliquer. Mais, je le dis aussi, vous entendant, des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. Ma conception de la République vaut pour tous les domaines. Et d'une certaine façon, c'est la laïcité, c'est l'égalité. C'est-à-dire, la loi s'applique pour tous, dans le respect, néanmoins, de la liberté de conscience. Voilà, et ce soir, l'association LGBT, l'association des gays et lesbiennes, se déclare surprise par les propos, il y a un instant, donc, du chef de l'État sur le mariage gay. Nous retournons tout de suite au Congrès des maires de France, où nous attend Pierre-Henri Gergonne. Bonsoir Pierre-Henri. Quelle a été la réaction des élus à cette annonce du chef de l'État ? Bonsoir Michel. Eh bien, les quelques réactions que j'ai pu recueillir dans les allées du Congrès des maires de France ont été plutôt favorables aux propos du chef de l'État. Il est vrai que c'est d'emblée, avant même d'aborder le fond des dossiers concernant directement les collectivités locales, que François Hollande a tenu à désamorcer un sujet qu'il sait polémique, c'est-à-dire politiquement dangereux. Pour la première fois, vous l'avez rappelé, le chef de l'État reconnaît la liberté de conscience des élus, c'est-à-dire qu'il admet que des maires puissent refuser de célébrer un mariage de personnes du même sexe. Il indique également, on l'a entendu il y a quelques instants, qu'un élargissement de délégation est possible, autrement dit que d'autres élus, autres que le maire ou ses adjoints, puissent célébrer une telle union. Alors, les propos plutôt conciliants du chef de l'État interviennent quelques jours seulement après la manifestation réussie des opposants au mariage pour tous et répondent directement aux interrogations de certains élus, de certains maires, interrogations qui ont été relayées directement par le président de l'Association des maires de France, Jacques Pélissard. Alors, on a dit ces derniers temps que François Hollande était parfois circonspect sur certaines modalités de ce texte. Le geste du président, en tout cas, est habile. Ancien élu local lui-même, il sait que les élus peuvent être des relais d'opinion terriblement efficaces, capables éventuellement d'enfler le mouvement de protestation vis-à-vis de ce mariage pour tous. Voilà, je vous le disais, donc dans les allées du Congrès, les premières réactions que j'ai pu entendre sont plutôt positives aux propos du chef de l'État ce soir, Michel. Merci beaucoup Pierre-Henri Gergonne. Avec nous donc Chantal Joanneau, sénatrice centriste désormais. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre réaction bien sûr cette faveur qu'accorde le chef de l'État apparemment aux maires qui pour des raisons de conscience ne voudront pas procéder à ces unions de personnes de même sexe. Non, mais qu'il y ait une liberté de conscience pour le vote au Parlement, oui. Pour l'application de la loi, non. La loi est la même pour tous. Et ce serait une brèche extrêmement dangereuse dans notre état de droit. Parce que c'est un précédent, si on l'applique pour le mariage, on l'applique potentiellement pour d'autres cas. Donc c'est une brèche que je ne comprends pas par rapport à notre état de droit. Et c'est une régression par rapport à un projet que vous soutenez, vous, par ailleurs, le mariage gay. C'est un projet que je soutiens et donc la loi est la même pour tous. C'est un projet qu'on soutient au nom de la liberté individuelle contre un État qui a trop tendance à imposer un modèle de société et au nom de l'égalité.
Merci Chantal Joanneau. On vous retrouve dans un instant pour évoquer la nouvelle donne avec l'élection à la tête de l'UMP de Jean-François Copé. Par ailleurs, je vous le disais, donc le chef de l'État, devant les maires de France tout à l'heure, a précisé que la réforme de la semaine de 4 jours et demi à l'école s'étalera finalement sur 2 ans et une aide de 250 millions d'euros est annoncée pour les maires qui mettront en place cette réforme dès la rentrée de septembre 2013. Les inquiétudes sont nombreuses parmi les maires de France. Les collectivités locales ont été invitées, on le sait, à participer aux efforts de rigueur budgétaire et les maires estiment ne pas pouvoir aller plus loin. Par ailleurs, alors que le gouvernement prépare une nouvelle étape de la décentralisation, eh bien, les plus petites communes s'interrogent sur leur avenir. Reportage de Mathilde Bélanger. Ils sont maires de communes de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants et pour eux la décentralisation n'est pas un mot abstrait. Le projet de loi qui sera présenté au début de l'année devra redéfinir la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales. De nombreux petits élus attendent de voir ce que la loi leur réserve. Nous sommes complètement concernés. Je pense que les élus sont demandeurs de cette proximité, les habitants aussi. Mais qu'on nous donne les moyens. Le texte devra entre autres clarifier les liens entre communes et communautés de communes. Depuis la réforme des collectivités territoriales il y a 2 ans, elles sont devenues la norme sur le territoire français. Mais les fusions ne se passent pas toujours bien. Certains petits maires redoutent d'être dépossédés de leurs compétences. Ce qui m'inquiète, c'est d'aller dans une grande communauté avec 101 dans lequel il y aurait 101 délégués, c'est la loi qui l'impose. Et je pense que les petites communes comme la mienne, une petite commune de 700 habitants, n'y trouverait pas son compte, aurait du mal à se faire entendre. Ce n'est pas la décentralisation qui nous inquiète aujourd'hui, c'est simplement la méthode que les préfets utilisent pour mettre en place cet outil de la refonte de l'intercommunalité. Le consensus n'est pas utilisé et on est plutôt dans une marche forcée. Une question reste à trancher d'ici au municipal de 2014, celle du mode d'élection des conseillers communautaires. Sur ce dernier point, le gouvernement devrait écouter les maires qui sont hostiles à une élection au suffrage universel direct. L'héritage Sarkozy a été évoqué dans un premier temps par Pierre Moscovici pour expliquer la dégradation de la note souveraine de la France, mais le ministre de l'économie a ensuite relativisé la perte du AAA, mettant en avant les réformes engagées. L'agence Moody's, qui reproduit en fait la décision de Standard & Poor's en janvier dernier, se montre néanmoins sceptique sur les perspectives économiques et les efforts de la France vers plus de compétitivité. Explication et enquête de Paul Bouffard. Perte de compétitivité, rigidité des marchés du travail, défis structurels, Moody's maintient la France sous perspective négative et rétrograde d'un cran la dette publique française. Pour l'UMP, l'argument de l'anti-sarkozysme ne tient plus. Le gouvernement présent, il gère la France. Il est en charge de l'image de la France. Donc si cette image est contestée ou détériorée, c'est lui qui paiera les conséquences. Dans son communiqué, l'agence Moody's salue les réformes annoncées par le gouvernement, mais rappelle que depuis 20 ans, la France a rarement fait aboutir de telles mesures. Pour le ministre des Finances, Pierre Moscovici, il faut relativiser, la France est encore bien notée. Devant les députés, le Premier ministre, lui, se justifie, il veut éviter toute polémique. Mon devoir, c'est de dire la vérité. Vous n'y avez certainement pas été assez attentif. Mais dès le 3 juillet, dans ma déclaration de politique générale, j'ai dit « je dirai la vérité sur la situation de la France ». Je l'ai dit, mais je ne me contente pas de dire la vérité. Le gouvernement agit parce que nous avons la passion de la justice, la passion de la croissance, la passion de la France. Dans la zone euro désormais, seulement 4 pays figurent au rang de bons élèves. Allemagne, Finlande, Luxembourg et Pays-Bas, tous conservent leur AAA. Pour autant, la dégradation française de Standard & Poor's en janvier 2012 avait eu peu d'effet sur les marchés. La France emprunte aujourd'hui à des taux d'intérêt historiquement bas. Et nous devons tenir le cap, a déclaré tout à l'heure François Hollande en réaction donc à cette dégradation de la note souveraine. Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, était l'invitée tout à l'heure de Preuve par 3. Elle a apporté son commentaire. Une notation, c'est toujours une photographie à un moment donné. Donc l'argument qui consiste à dire que c'est l'état de la France aujourd'hui, il est juste. Du reste, quand Moody's dit dans son annotation, pour ce qui concerne mon portefeuille, que les échanges commerciaux qui sont essentiellement européens de la France avec ses partenaires et comme l'Europe
ne va pas très bien bien sûr, au point on de a vue des clients, croissance, qui n'ont eh plus bien, d'argent. on a des difficultés Bien qui sûr. se répercutent On dans va en notre parler économie. plus avant maintenant. Donc, c'est un jugement exact. Un jugement exact, dit donc Nicole Bricq. L'UMP a donc un président élu d'une courte tête, mais Jean-François Copé ne présente pas le visage d'un chef fragilisé. Dès aujourd'hui, il a montré la nature de la droite décomplexée qu'il entend incarner. Donc il a attaqué Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée nationale sur le discrédit, selon lui, du gouvernement. Nous parlons donc maintenant de la crise à l'UMP. Sa première tâche est de recoller les morceaux d'un parti fracturé. François Fillon précise ce soir, naturellement, je reste au sein de ma famille politique, l'UMP. Reportage de Jérôme Rabier avec Julie Hulin. À défaut d'être déjà décomplexé, l'UMP paraît surtout déboussolé au lendemain de la désignation de Jean-François Copé à sa tête. De l'avis de tous, la campagne laissera des traces. Le spectacle qu'on a donné au cours des 2 derniers jours était au fond aussi pitoyable que grotesque. Ce soir, hier soir, ce matin, on comprend le trouble. On a juste besoin d'en sortir par le haut. Un objectif désormais, le rassemblement. Alain Juppé, premier président de l'UMP en 2002, estime que c'est l'avenir du parti qui est en jeu. Les résultats font une ardente obligation à Jean-François Copé de rassembler tout le monde. C'est ce qu'il a dit dans ses premières déclarations, et cela doit se traduire dans les faits. Message reçu 5 sur 5 par Jean-François Copé qui propose dans la matinée un poste de vice-président de l'UMP à François Fillon. Une offre jugée grotesque par Éric Ciotti, directeur de campagne de l'ancien Premier ministre. Pourtant, tout le monde est d'accord, il faudra recoller les morceaux. On a des candidats qui demain ont vocation à travailler ensemble. Ça semble difficile après les mots échangés. J'espère que ce sera possible. Moi, j'ai eu dans mon gouvernement et M. Sarkozy et M. De Villepin et M. Copé et M. Fillon, et on a avancé. Et donc c'est pas la première fois que des tempéraments compliqués, difficiles seront réunis ensemble. La droite, qui a déjà pâti des divisions à l'époque du RPR et de l'UDF, n'a rien à gagner à raviver ces vieilles querelles et doit se tourner vers les prochaines échéances. Il faut aller de l'avant. Et on ne gagnera pas les élections municipales de 2014 que par le simple retour du balancier vers la droite. Car la reconstruction de l'UMP passera par de nouvelles victoires. Le PS, au bord de l'explosion en 2008 et qui a depuis tout gagné, pourrait pour une fois servir d'exemple à l'UMP. Voilà, et puis la fraude n'a été prouvée nulle part, déclare le président de la COCOE, le sénateur Patrice Gélard, dans une déclaration à publicsénat.fr. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y en a pas eu. Notons également ce soir que le centriste Pierre Méhaignerie a décidé de quitter l'UMP pour l'UDI de Jean-Louis Borloo. Il estime désormais que ses convictions et ses valeurs ne peuvent plus s'exprimer au sein de l'UMP actuelle. Nos invités, donc, ce soir, autour de cette table, Jean-René Le Serre, bonsoir, sénateur UMP du Nord, pro-Fillon. Vous êtes rassuré ce soir ou par les propos de l'ancien Premier ministre qui dit naturellement « je reste au sein de ma famille, l'UMP ». Moi, je ne sais pas si j'ai encore une famille, si vous voulez, donc c'est un peu plus compliqué. Pour vous, c'est un peu plus compliqué. Bon, très bien, vous allez pouvoir nous expliquer tout cela dans un instant. En face de vous, Jean-Claude Carle, qui fait toujours partie de votre famille, sénateur UMP de la Haute-Savoie, pro-Copé, hein, plus heureux que jamais ce soir. Heureux, pas plus que jamais. Chantal Joanneau, donc, que je vous ai déjà présenté. Avec nous également Florian Philippot, vice-président du Front National. Alors, fracture et rassemblement. Vous parlez plutôt de fracture, vous, ce soir, Jean-René Le Serre? C'est évident. Je reprends l'expression utilisée par François Fillon sur la fracture à la fois politique et morale. Vous savez, cette fracture, elle est d'autant plus grande qu'elle n'est que la continuité d'une fracture qui existait déjà au sein de l'UMP. Au sein de l'UMP, il y a deux familles qui cohabitent. Une famille qui est une famille sécuritaire, un peu à la droite de la droite, et une famille qui est une famille humaniste, démocrate chrétienne, gaulliste sociale, et un peu à la fois, on se demande si ces familles ont encore beaucoup de choses à faire ensemble et beaucoup de choses à se dire ensemble. Vous interrogez, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore pris votre décision de quitter l'UMP? Non, non, tout à fait. Pour le moment, je ne prends pas de décision à chaud. Que ce soit en matière de loi, je ne veux pas qu'on réagisse sur les faits divers, là c'est un peu la même chose. Mais je ne sais pas si vous avez lu, M. Grossior, la profession de foi de la droite forte, qui par exemple demande... Qui a fait un carton dans les urnes. En demandant quoi? En demandant aux journalistes d'être pour moitié à droite, pour moitié à gauche. On va vous demander votre carte avant de continuer cette émission. Ça, il n'en est pas question, je vous le dis. Il n'y en a pas d'abord. Hein. Qui s'oppose effectivement au droit de grève dans l'éducation nationale. Moi, quand je vois cela, je me dis de deux choses l'une. Ou ces gens-là n'ont rien à faire dans ma famille, ou cette famille n'est plus la mienne. Bon, alors, Jean-Claude Carle, vous êtes à l'aise? Vous n'avez pas ces problèmes de valeurs et de repères, ceux qu'évoque à l'instant Jean-René Le Serre?
Vous savez, je crois que l'UMP est diverse. Et j'ai toujours dit, il faut que l'UMP sache faire vivre sa diversité, sinon, c'est vrai, il y a un risque d'implosion. Et c'est l'une des raisons, d'ailleurs, qui m'ont conduit à voter pour Jean-François Copé. Car Jean-François Copé a très clairement dit qu'il assurerait la diversité de l'UMP à travers les courants. Et d'ailleurs, nous appartenons au même courant, Jean-René et moi-même, ce courant humaniste. Je suis et c'est à nous. de la droite sociale. Bon, des courants qui sont très proches, des courants qui sont très proches. Droite sociale, droite humaniste. Oui. A priori, vous devriez vous entendre. Absolument. Et puisque vous parlez de droite humaniste, effectivement, on a fait une erreur de sémantique. On aurait dû appeler notre courant droite humaniste, car c'est vrai que nos militants ont été perturbés par notamment les courants. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, et je pense que l'une des explications du succès de la droite forte, c'est dans la sémantique. Très bien. Jean-René Husser, est-ce que vous pensez qu'à terme, il y aura inévitablement des accords d'une partie de l'UMP, des élus que vous êtes, mais au niveau local, avec le Front National, dans cette nouvelle configuration? Mais si vous voulez, ça fait partie effectivement de l'interrogation. Moi, c'est également pour moi un des points sur lesquels je ne négocierai pas. Si cela doit se concrétiser, eh bien, il y a d'autres partis politiques qui ne sont pas loin. Il y a Jean-Louis Borloo, qui est un ami de 30 ans, où je peux me sentir mieux, effectivement, chez lui, que je ne le serais dans une éventualité d'évolution de ce type de ma formation politique. Jean-Claude Carle. Pas d'accord avec le Front National, c'est d'ailleurs ce qu'a dit très clairement Jean-François Copé. Il est venu chez moi vendredi, il a été très clair à un sujet, pas d'accord avec le Front National. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, et nous n'avons pas les mêmes valeurs non plus que le Parti Socialiste. Les petits pains au chocolat et puis les manifestations de rue sont quand même assez curieuses. Florian Philippot, vous observez... Attendez, Florian Philippot, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous vouliez me dire d'emblée, que vous êtes heureux d'entendre ce débat relancé au sein de l'UMP, que vous voyez plus fracturée que jamais pour votre plus grand bonheur, peut-être, demain? Elle est fracturée, c'est évident, mais contrairement à ce qu'on peut laisser croire, non pas sur des idées, il n'y a pas de courant pour moi, il n'y a pas de différence de fond entre un Fillon et un Copé, parce que tous les deux, tout simplement, ont participé à 10 ans de sarkozysme, entre 2002 et 2012. Donc s'il y avait eu des différences de fond, on l'aurait vu. Ils n'ont pas fait tout à fait la même campagne électorale. Oui, ça c'est vrai. Ils n'ont pas fait tout à fait la même campagne, les mêmes mots, la même sémantique, vous disiez, la même communication. C'est cela la différence. Mais il n'y a pas de différence de fond. Ils sont tous les deux, et leurs courants sont européistes, ultralibéraux. En matière d'immigration, ils ont soutenu un gouvernement qui a fait 200 000 entrées légales par an. C'était le gouvernement Sarkozy entre 2007 et 2012. Voilà, donc il n'y a pas de différence de fond. En revanche, le parti est vraiment fracturé, c'est évident, sur des combats de personnes, des combats d'ego qui font mal, qui font très mal à ce parti-là. Et je pense que l'élection de Jean-François Copé est une fragilité pour l'UMP. Tout simplement parce c'est la continuité. Il était déjà numéro 1 de l'UMP depuis 2 ans. Bon, c'est une reconduction difficile. Et ensuite parce qu'il est en décalage avec les sympathisants. On voyait que les sympathisants de l'UMP, à 70%, préféraient François Fillon. C'est pas très bon pour un parti politique d'avoir à sa tête un président qui n'est pas apprécié, qui n'est pas préféré par 70% de ses électeurs. Comment vous vous dites, c'est nous qui allons tirer les marrons du feu? Mais ça n'est pas mon état d'esprit ce soir. Moi, je regarde l'UMP, je regarde ce spectacle assez affligeant pour la démocratie et pour le débat public. Voilà. Il y a des partis qui organisent bien leur succession avec un débat démocratique, une élection. C'était notre cas en 2011. Il y a des partis qui n'y arrivent pas. Le Parti socialiste a été très difficile. L'UMP, c'était une affaire familiale. Mais non, c'est une élection avec les adhérents, avec contrôle d'huissier. Je crois que ça s'est très bien passé. C'était en janvier 2011, avec l'élection de Marine Le Pen, avec 68% des voix des adhérents du Front National. Et c'est vrai que ça n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie, parce qu'il y a déjà un fossé si fort entre les citoyens français et leurs responsables politiques. Quand ils voient ça, ça les dégoûte. C'est le pire de la politique. Alors nous allons tirer les marrons du feu, entre guillemets, parce que nous serons sur nos idées, tout simplement, nos idées nationales, patriotes, qui ne sont représentés ni à l'UMP ni au PS. Chantal Joanneau, on a dit que ce scrutin témoignait d'une certaine droitisation, en tous les cas des militants de l'UMP, avec certains de ces cadres, grands élus, qui ne se reconnaissent pas forcément aujourd'hui dans cette formation. Est-ce que vous leur dites, rejoignez-nous? Est-ce que vous espérez, en d'autres termes, que Pierre Méhaignerie soit suivi par d'autres? Sachant que vous avez été précurseur. Oui, mais ce que montre cette élection, c'est qu'il y a bien effectivement de droite, que l'idée d'avoir un parti unique est une idée qui aujourd'hui ne trouve plus sa place dans le contexte actuel, et qu'il y a une légitimité à avoir deux partis qui sont dans une coalition, mais avec un parti indépendant de centre droit
et ensuite avec une UMP. Et que ces deux partis, ces deux jambes. Moi, mon adversaire, c'est pas l'UMP. Mon adversaire, c'est l'extrême. Mon adversaire, c'est le Parti socialiste. Oui. Mais c'est pas l'UMP. Il y a des valeurs, effectivement, sur lesquelles on peut avancer ensemble. Et si moi j'ai rejoint l'UDI, c'est parce que Jean-Louis Borloo porte un projet et des valeurs autour de l'Europe fédérale que j'assume, de l'écologie, de l'entrepreneur, qui sont des valeurs que je partage et dans lesquelles je me retrouve. Et donc c'est plutôt pour être en positif dans un projet. Jean-Louis Borloo ajoute l'ouverture, non à la tentation du repli. Qu'est-ce qu'il veut dire précisément? Il veut dire qu'à l'UDI, on n'a pas peur de l'Europe, on n'a pas peur de l'autre, et qu'on pense que notre France, elle est forte quand elle est sûre d'elle, et que quand elle progresse, quand elle va vers le progrès, quand elle essaye de donner le meilleur de chacun et pas autre chose. Vous entendez René Le Serre à vos côtés, vous vous dites viens, t'as ta place avec nous? Ah non, je ne suis pas dans le débauchage. Déjà, très honnêtement. Là, le travail est à moitié fait pour très vous, honnêtement, apparemment. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je ne le ferai jamais par mon histoire personnelle. Je ne me permettrai pas de le faire. Je ne commenterai pas. Alors, Jean-René Le Serre. Le but de la politique, c'est l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir en France, il passe à un moment ou à un autre par l'élection clé, qui est l'élection présidentielle. Aujourd'hui, l'évolution de l'UMP la rend seule inapte à gagner une élection présidentielle. Vous ne gagnez pas une présidentielle à la droite de la droite. Pour gagner une présidentielle, il faut être capable effectivement de rassembler. Donc je pense que quelle que soit l'évolution effectivement des mouvements politiques, le mouvement centriste, centre-droit et le mouvement UMP, de deux choses l'une, ou ils vivent de concert, ou alors la gauche est installée pour des décennies. Vivre de concert, ça veut par exemple dire pour la prochaine primaire présidentielle que la primaire présidentielle, eh bien, ce soit la même qui sélectionne entre le candidat du centre droit et le candidat de l'UMP. Jean-Claude Carr. Oui, on peut critiquer l'UMP, on peut quitter l'UMP, mais je voudrais simplement rappeler que... C'est pas le cas de François Fillon, vous avez dit, ça vous rassure Oui, ça me rassure. J'en ai jamais douté d'ailleurs, j'en ai jamais douté. Mais que si l'UMP l'a permis de gagner les présidentielles en 2007, d'être présent au second tour aux élections présidentielles, et si nous sommes là un certain nombre autour de cette table, c'est parce qu'il y a eu l'UMP. Et de perdre toutes les élections depuis 2007. Quand même. Alors certains commentateurs ou certains militants de la gauche disent qu'il y a une course à l'échalote aujourd'hui entre l'UMP et le Front National. Est-ce que vous vous sentez menacé dans votre combat pour les valeurs, Monsieur Philippot? Écoutez, ça fait depuis 2002 et de manière amplifiée depuis 2007 qu'ils essaient de faire ça. C'est la stratégie qu'on appelle Patrick Buisson, voilà, qui était derrière Nicolas Sarkozy et cette fois derrière Jean-François Copé. Mais je vous rassure, Monsieur Le Serre, c'est que des mots. C'est que de la communication, il n'y a pas de fond. Si vous êtes en désaccord avec ces idées, c'est votre droit, mais vous inquiétez pas, elles ne seront pas appliquées. Elles ne seront pas appliquées par l'UMP comme elles n'ont pas été appliquées hier. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent demain. Regardez l'AME, je vais vous rassurer là-dessus. L'aide médicale d'État, les avocats clandestins. Nos députés à l'Assemblée proposent sa suppression au vote en juillet dernier. Là. Que fait M. Copé? Que font les députés de l'UMP? Ils votent contre la suppression. Alors qu'aujourd'hui, nous disent on va le faire demain. Bon, ben voilà. La preuve que c'était que des mots. Je ne souhaite pas que mes responsables de l'information politique ne soient pas effectivement des gens qui viennent de chez vous et qui ont été formés chez vous. Actuellement, je trouve que c'est une... Oui, il y en a un, mais il est passé partout, donc rassurez-vous, il est allé chez nous, chez Entre Buisson et Pelletier, ça en fait déjà deux. Il est allé partout. Mais c'est pour ça que j'aime bien, moi, l'initiative de l'UDI, parce qu'il y a beaucoup de sincérité. Il y a de la sincérité chez nous, on dit ce qu'on fait, voilà, on dit ce qu'on est nationaux, on est protectionnistes, on est patriotes, on est pour une Europe des nations, on est contre la soumission à la finance internationale. Et Mme Joanneau dit ce qu'elle fait, mais vraiment je le dis sans malice. C'est-à-dire que vous avez dit vous-même, je suis pour l'Europe fédérale, je suis pour l'écologie, etc., etc. Une forme d'écologie qui est pas la nôtre. Mais bon, bah écoutez, au moins c'est clair, l'UMP est pour l'Europe fédérale aussi, comme le Parti socialiste, mais ne le dit pas. Parce que M. Buisson a dit non, il vaut mieux dire qu'on est pour la nation, parce que dans les sondages, on voit que les gens sont pour la nation. Ne donnez pas à M. Buisson plus d'importance qu'il n'en a. M. Buisson n'est pas le patron de l'UMP, c'est un membre de l'UMP. Dans l'UMP, je vous le répète, il y a une diversité, je ne le reconnais pas, moi, dans le discours de M. Buisson, c'est clair. Le stratège chez lui. Et c'est pour ça que je me pose la question de l'intérêt de l'existence de l'UMP. De la droite de l'UMP. C'est pour ça qu'elle est diverse. Et c'est ce qui fait la force de l'UMP. Sachons faire vivre cette diversité, c'est là-dessus que nous serons jugés. Vous avez évoqué la perspective de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on va assister, messieurs de l'UMP, est-ce qu'on a assisté à un premier épisode d'un feuilleton qui va quand même se prolonger jusqu'en 2017, à savoir
la guerre des chefs qui va se poursuivre, comme on a connu ça à droite depuis des décennies. Il ne se poursuivra pas jusqu'en 2017, parce que ce n'est pas 2017 qui est important, c'est 2014 qui est important. C'est de regagner les municipales, regagner le Sénat, et là, il faudra une UMP unie et la plus large possible. Mais je prends un exemple, 2014, moi je connais bien Lille, et je suis un de ceux qui pourraient effectivement se présenter à Lille. On ne gagne pas Lille, on ne gagnera jamais Lille, et on ne fera même pas un bon score à Lille sur une campagne à la droite de la droite. Lille est une ville qui se prendra effectivement avec un langage modéré, avec des coalitions de personnes de droite modérée, de centristes, de personnalités locales. Or, moi, aller à Lille avec l'étiquette effectivement UMP Copé, non merci. Vous ne faites pas confiance aujourd'hui à sa volonté de rassemblement? Il y a eu le temps de la campagne avec des mots peut-être un peu durs qui vous ont heurté. Est-ce qu'il va changer de discours? Monsieur Karl, vous pouvez peut-être, je ne sais pas, donner des éléments d'information? C'est la raison première qui m'ont conduit à voter pour Jean-François Copé. Parce que je suis convaincu... Il y aura le temps de la campagne et puis après le temps des actes. Je suis convaincu que c'est celui qui saura mieux faire vivre la diversité de l'UMP. J'en suis convaincu et je suis convaincu qu'il le fera. S'il ne croit en rien, effectivement, de son programme de campagne, les choses sont un peu différentes. Mais est-ce qu'un homme politique, effectivement, mérite d'être suivi s'il ne croit en rien à ce qu'il a dit sur les problèmes d'immigration, sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes de liberté? Il a dit qu'il n'y aura pas d'accord avec le Front National. Chantal Jouanneau, j'aimerais vous entendre là-dessus, car ici même, sur ce plateau, vous avez annoncé la première... L'impact a été considérable durant la campagne présidentielle, que vous étiez favorable au Front républicain. Est-ce que vous avez l'impression d'être de plus en plus seul? Seul? Oui. Je suis à l'UDI. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, à l'UDI, vous êtes... non, mais moi je suis à l'UDI. Mais par rapport à vos anciens amis, je veux dire. Je ne commente pas ce qui se passe à l'UMP. J'ai beaucoup d'amis, je vois beaucoup à l'UMP. Je ne commente pas ce qui se passe à l'UMP. C'est pas mon rôle. Ce serait totalement indigne de ma part. Donc voilà, j'ai ma position, je la défends. Mais c'est pas mon rôle de commenter, c'est de critiquer ce qui se passe à l'UMP. Un mot pour conclure, Monsieur Karl. L'avenir pour François Fillon aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'il faut qu'il prenne un petit peu de recul. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il a toute sa place. C'est un homme qui a une stature d'homme d'État. Je me permets de dire, je pense qu'il s'est trompé d'échéance. Là, il fallait élire un chef de parti, un président de parti. Ça n'était pas d'élire le futur candidat éventuel en 2017. J'ai dit qu'avant 2017, il y avait 2014. Et pour gagner 2014, un peu ce il faut... M. Copé avait en tête aussi, quand même, de son côté. Peut-être. Mais c'est un langue de bois. Je pense que l'un comme l'autre, ce qui les importe fondamentalement, c'était 2017, c'était pas la gestion de l'UMP. Un mot, monsieur Philippot. Un mot, voilà, on a fini. On est plongé dans la politique aérienne, pas très intéressante et assez sordide depuis 24 heures. Il faut en sortir. Il y a des vrais enjeux, le AAA, la mondialisation. Et pour cela, il faut ôter ces lunettes droite-gauche parce qu'on ne comprend plus rien. Les enjeux aujourd'hui, c'est qui croit en la nation, qui y croit encore, qui croit en la France, qui n'y croit plus. Et dans ce paquet-là, il y a beaucoup de partis, malheureusement. Merci à vous d'avoir participé à ces échanges ce soir dans le journal de 19h. La spirale de la violence en Corse a fait aujourd'hui une nouvelle victime, un entrepreneur du BTP portugais qui a été tué par balle près de Bastia. Victor Ribeiro, 45 ans, a été pris pour cible alors qu'il venait de regagner sa voiture à l'issue du déjeuner. C'est la 18e victime d'un règlement de compte par balle depuis le début de l'année en Corse. La fin de la mission française en Capissa. Les derniers soldats combattants ont quitté en effet cette province d'Afghanistan aujourd'hui. Nathalie Guilluard. Dernière cérémonie pour les militaires français présents en Capissa tôt ce matin. Ce retrait de drapeau scelle le départ des 400 derniers soldats présents dans cette région marquée par les combats. La mission française en Afghanistan est officiellement terminée. L'armée quitte sa dernière base et avec elle son matériel. 600 véhicules de combat et 600 containers vont regagner la France, soit par les airs, soit par la terre. C'était un souhait de François Hollande. En juin, fraîchement élu, le président de la République avait annoncé le retrait définitif des troupes avant la fin 2012. Depuis sur place, l'armée française se prépare activement à laisser le contrôle de ce district près de Kaboul aux forces de sécurité afghanes. Le reste du contingent français réparti dans tout le pays devrait lui rentrer d'ici à la fin de l'année. 1 millier de soldats resteront cependant en Afghanistan pour former l'armée afghane. En 11 ans, 88 soldats français ont trouvé la mort en Afghanistan. Ouais, c'est la fin de ce 19h. Je vous retrouve à 22h45 pour Preuve par 3. Notre invitée sera donc la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, à 22h. Sonia Mabrouk pour le prochain journal, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Doc à Doc sur la Maison Blanche. Bonsoir.
Itinéraire bis, direction les routes normandes, région gourmande par excellence. Philippe, on est dans votre restaurant près de Cambremer. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? On va créer un velouté de potimarron. Du camembert de Normandie menacé par l'industrie aux aliments du futur. Peut-on encore bien manger? Les produits de qualité sont-ils en danger? Je vous emmène. Itinéraire bis, jeudi à 18h sur Public Sénat.